Bernard, il y a pas mal de gens qui ont du mal à comprendre ma manière de faire. Il y en a qui aiment bien, je sais pas, je les soupçonne d'être très indulgents. Et il y en a qui aiment vraiment parce qu'ils cherchent une approche alternative. C'est-à-dire qu'ils en ont marre des vidéos où on a l'air de faire du passe-plat promotionnel. Bon. Et je sais que ceux-là vont apprécier ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'ils attendent une conversation avec quelqu'un comme toi. Ceux-là même risquent un petit peu de retourner leur veste parce qu'ils vont me dire « Fred, finalement, ce coup-ci, ça aurait été bien que tu la fermes et que tu laisses parler Bernard. C'est quand même Bernard Anselme. On l'aime bien, on l'a lu. » Tu commences à avoir du succès en plus dans les réseaux. Hein. Oui, plus de 1000 vues, likes, 2000 likes sur des articles LinkedIn. Je me rappelle du début, quand tu commençais à découvrir LinkedIn, tu avais 50 personnes qui pensaient à là, et puis là, tu as multiplié par 50. C'est allé vite en un an, oui. Voilà, bon, c'est bien. Ne recule pas quand je dis ça. Je sens que ta modestie, ton humilité, au moment où je te fais des compliments, te fait un peu reculer. Oui, exactement. Oui. Hein, t'as vu, hein. C'est exactement ça. Bon, donc moi, je vais maintenir mon approche, on va dire, alternative, décontractée. Et puis, comme on se connaît par ailleurs et qu'on est bons camarades, j'ai espoir de dire à ma modeste échelle, confrère, puisque tu es un spécialiste de neurosciences et moi je suis allé faire un master en théorie cognitive, alors enfin on va pouvoir ça va être voir intéressant. Ce qui est Oui. Voilà. Alors, ça va être intéressant, je sais pas, hein, je suis pas à l'abri de dire des conneries, hein, j'en dis même souvent, mais on en dit tous. C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut les assumer. Bon. Bernard, je te le disais hier, j'ai fait un flop. Mais un flop, mais intersidéral. Alors moi qui suis un speaker professionnel, j'ai pas préparé. Je voulais créer une espèce d'osmose collaborative fondée sur un élan qui relève de quelque chose que j'appelle, moi, en management, et que j'assume, la tendresse. Tu donnes de la tendresse aux gens, peut-être pas de l'amour, j'aime pas ça. Tu vois, l'amour, quand même, c'est un peu fort. On est en plus, la vertu cardinale. Moi, j'écris amour avec un grand A, pas non plus déliré, mais de la tendresse pour que l'on puisse ensemble accoucher d'une idée. Puis j'ai été mauvais parce que j'ai plaqué sur les autres mes attentes, mes aspirations, et je me suis senti bloqué à l'intérieur par quelque chose qui était frustré, quoi. Je veux dire, frustré dans mon élan. J'ai pas réussi à retirer de cette réunion le meilleur. On en parlait juste avant, je t'ai dit « Ah, stop! On va parler de ça face caméra. » Parce que toi, tu t'intéresses à ces réactions cachées dans le cerveau, et même si je te parle d'un échec, d'une frustration, tu vas avoir ce regard à la fois bienveillant, décontracté, analytique, pour essayer de décortiquer et retirer un peu de vérité de tout ça. Le sentiment de l'échec, Bernard. Alors moi, la première idée qui me vient quand on me raconte ça, c'est en matière de compétences humaines, il n'y a pas de succès ou d'échec, il n'y a que des visions différentes, et on a tous des motivations profondes qui vont être prédominantes ou au contraire qui vont être en arrière-plan. On pourrait, pour simplifier, classer ça en trois dimensions, et pour être encore plus simple, je vais utiliser des verbes. Il y a aimer, il y a comprendre et il y a faire. Et chaque personne va avoir un domaine dans lequel il va être plus à l'aise. Aimer l'affect, la relation à l'autre, tisser des liens, comprendre, apprendre, progresser dans la connaissance, ou alors faire, se dépasser, réaliser une œuvre, avoir une entreprise, avoir des résultats. Donc chacun peut se reconnaître dans ces trois motivations clés, ces motivations profondes. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes échelles, ni même à l'intérieur de ces catégories, les mêmes motivations. Donc chacun va avoir des motivations différentes. Donc il n'est pas étonnant que quand tu essayes de faire passer tes envies, tes motivations, ton énergie, il n'est pas étonnant que d'autres ne le comprennent pas et que toi tu ne sois pas en phase avec les motivations ou les analyses d'autres personnes. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc moi je dirais que dans le domaine humain, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des avancées, il y a des reculs, bien entendu, il y a des occasions d'apprendre, mais il n'y a pas de... Voilà. C'est pas comme dans le domaine de... Si on veut construire un pont ou une fusée, là, il y a des erreurs, on peut faire des erreurs ou pas. Mais dans le domaine humain, c'est beaucoup plus complexe, ce sont des systèmes complexes, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. C'est vrai que je suis content, hein. Parce que, tu vois, mes petites glorioles passées m'ont enseigné quelque chose, c'est qu'elles ne m'ont pas appris grand-chose. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es mobilisé, enfin tu bombes le torse parce que quelque chose s'est super bien passé, bon, c'est gratifiant, on en a besoin, je vais sécréter de la sérotonine et tout ça. Bon, mais l'opportunité du sentiment d'échec, c'est de passer en mode néocortical et d'essayer après coup d'analyser, analyser, c'est-à-dire décomposer, séquencer dans un raisonnement, etc., tout ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que après coup,
l'échec n'est pas un échec. D'ailleurs, ma mère m'a dit un truc génial un jour. Elle m'a dit, l'échec est une invention de l'homme pour dominer l'homme. C'est-à-dire que souvent, l'échec, c'est le point de vue d'un autre. Exactement. Pour te mettre dans une petite case, te cataloguer. Okay, te cataloguer, pour moi, c'est le... cataloguer les gens. Il y a un grand philosophe que j'adore, Sioran, qui disait, en substance, je ne sais plus comment il l'a tourné, je crois que c'est dans un de ses bouquins déprimants qui s'appelle Précis de décomposition. Bouquin déprimant de Sioran, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, on est d'accord. Et encore... Quand tu sais le prendre, il n'est pas si déprimant que ça, parce que quelque part, il y a une sorte de... Justement, au contraire, il y a une sorte de... Il va nous faire rebondir. Il va nous faire rebondir, absolument. Et il dit même, il ne faut pas obtempérer au désespoir que je tente de vous communiquer, parce que je m'amuse de ma capacité à vous corrompre. Et à un moment donné, il y avait une grande université, je crois que c'est Stanford, qui, naguère, avait commandé à son éditeur une énorme quantité de ses ouvrages. Et il avait eu une remarque amusante, il dit « Je m'amuse à l'idée de corrompre cette jeunesse américaine triomphante et de leur transmettre un peu de ma vision lucide du monde. » Mais bref, je passe. Sioran est génial parce qu'il a ce mordant et son regard sur les hommes qui est à la fois bienveillant et donc d'une lucidité décapante. Et il y a ce truc puissant chez lui qui est le refus du catalogage. À tel point d'ailleurs que lui-même ayant reçu un prix Nobel de littérature, on a cru qu'il était mort parce qu'il n'est pas allé le chercher. Il a entretenu le mythe de sa propre mort pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour sorte une interview, d'ailleurs une des seules de lui. Et bref, je te dis ça parce que ce gars-là refusait tellement d'être catalogué que de nos jours, avec l'émergence des réseaux sociaux, il serait encore plus absent, quoi. D'accord ? Bon. Alors le risque, c'est ça, c'est que quand on se plante aujourd'hui, on se plante publiquement. Et quand on se plante publiquement, il y a ce réflexe compulsif, incontrôlé des hommes consistant à te cataloguer. Voilà. T'as réussi là, t'as pas réussi. En fait, c'est systématiquement des vues de l'esprit, parce que nous sommes d'une richesse et d'une complexité infinie. Correspond à un besoin on ne peut pas se résumer à un échec ou à une réussite. Ça correspond à un besoin du cerveau de simplifier le monde pour des besoins d'économie, d'ergonomie du cerveau. Donc on a besoin de simplifier le monde, parce que sinon, si on rentrait dans le détail de toutes les choses, ce serait impossible, le cerveau exploserait. Donc on a besoin on va avoir tendance à simplifier les choses. On va mettre son analyse sur des choses qui nous intéressent. Et puis tout le reste, on va les simplifier, on va le catégoriser, mettre des étiquettes, et on va simplifier tout ça. L'empan de la main, ma capacité préhensile, l'empan de la pensée. La capacité préhensile du cerveau, c'est je crée des concepts, je les associe évidemment à des mots, à des idiomes, des mèmes, voilà, pour pouvoir les capter, et je les mets dans une petite case et je les range. C'est vrai, c'est une des conditions de notre résilience et de notre survie. Voilà, et puis c'est une condition du fonctionnement normal du cerveau, parce que sinon il s'épuiserait à analyser tout. Mais alors, c'est le problème des autistes qui, eux, ont besoin de tout analyser et sont épuisés quand ils ont trop d'informations. Donc, il nous renseigne d'ailleurs sur notre façon de fonctionner, sur le cerveau, la façon de fonctionner le cerveau. Et donc cette capacité à mettre des étiquettes, à juger, c'est une façon de simplifier un monde qui est abominablement complexe, tout simplement. Voilà. Et il faut en être conscient. Abominablement complexe. Le simple fait d'en être conscient, ça permet de prendre un peu de recul là-dessus, et puis de se dire, là, je vais focaliser, je vais mettre le projecteur, là on est dans une salle avec des projecteurs, donc on va focaliser le projecteur de son analyse et de sa conscience sur un problème particulier. Là, on va l'analyser en détail, mais on ne peut pas tout le temps, tout au long de la vie, être parfait et être rationnel. C'est impossible. Alors, notre cerveau intuitif va fonctionner tout seul. Sachant que les autres vont avoir tendance à nous cataloguer, et sans forcément se référer à Sioran qui disait il n'est pas de pire catastrophe pour un être humain que d'être catalogué, ce qui était mon point tout à l'heure. Sans rentrer dans la philosophie, sans rentrer trop loin dans la psychologie, quand on a le plaisir de croiser le chemin d'un homme comme toi, Bernard Anselme, on est outillé intellectuellement. Tu nous donnes des clés. En tout cas, c'est un hommage que je te fais bien volontiers, parce que tu amènes tout ça avec ta bonhomie, avec ton ouverture d'esprit, et et ceux qui nous écoutent vont abonder dans ce sens-là, et j'anticipe déjà leurs commentaires enthousiastes, parce que tu prends le temps de répondre à tout le monde, même quand tu fais un article avec des milliers de commentaires, tu as cette gentillesse, et quand je te cite sur un article, c'est pas parce que c'est moi, je veux que tu le fais avec les autres, quand on te cite, quand on te tag, tu as cette extrême générosité. Et en fait, je trouve ça enrichissant. Tu trouves ça enrichissant, mais en fait, tu portes en toi cette espèce d'énergie immanente à
à ta compétence, quoi, à cette expertise que tu as développée dans la neuroscience. Tu as commencé par l'imagerie médicale d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ton but, c'est vraiment d'aider les gens, quoi. Et donc, tu nous outilles intellectuellement pour qu'on puisse dépasser, transcender les événements de la vie qui nous marquent. Tu nous dis, attention, les autres le captent de cette manière-là parce que c'est une logique simplificatrice en provenance du cerveau archaïque, etc. Ce faisant, tu vois, moi, je me sens déjà mieux. Alors que j'ai une sensation d'échec hier. Je savais pourtant ça, moi, qui suis aussi un peu outillé, qui ai étudié tout ça, mais j'ai besoin d'un point de vue externe. C'est normal, on peut pas y arriver seul. On peut pas relier toutes les informations qui nous arrivent. Même quand on est outillé. Voilà, on n'a pas. Par exemple, toi-même, tu aurais besoin d'être coaché. Bien, oui, et puis j'ai besoin de quelqu'un qui me réponde et qui va me faire émerger des idées qui sont au plus profond de mon subconscient et qui vont émerger parce que tu me les rappelles. Et donc, si je suis le fil tout seul de ma pensée, j'aurais peut-être pas cette richesse. Donc même un Bernard Anselm peut être parfois se sentir un peu seul, avoir besoin d'une main tendue. Comme tout le monde. Pour transcender une sensation d'échec. Comme tout le monde, bien entendu. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous envoie des idées en face qui sont présentes dans notre cerveau, mais qui sont loin. Notre cerveau ne peut pas faire des liens en permanence avec tout ce qu'on a en mémoire. Ce serait impossible. Donc c'est toute la richesse de l'échange. Et c'est pour ça que j'adore discuter sur LinkedIn, parce qu'il y a cet échange. Il faut même que je me limite un peu, parce que sinon j'y passerai mon temps. Et question d'écologie personnelle. Voilà, après, exactement. Ça t'absorbe combien d'heures par semaine, par curiosité? Au minimum 1 heure par jour. Je me garde 1 heure par jour pour aller soit lire, soit répondre aux questions. Mais en fait, ma démarche, c'est assez simple. C'est quand j'ai vu arriver l'IRM fonctionnel qui permet de voir le cerveau en action, j'ai découvert des tas de choses que j'ignorais. Pourtant, ça faisait un bout de temps que je travaillais dans l'imagerie médicale et dans la médecine, j'avais pas mal de connaissances, mais j'ai découvert un tas de choses que j'ignorais. Et ces choses m'ont permis d'aborder la vie à la fois plus sereine et plus motivée, plus fort. Et donc ça, j'ai vraiment eu envie de le partager avec les autres. Je me suis dit, c'est pas possible que ça reste sur des étagères d'une bibliothèque ou dans des bouquins académiques. Donc je me suis dit, il faut vraiment le partager parce que c'est vraiment utile. Et concrètement, tu le fais selon 2 axes. Tu consultes de manière individuelle et tu interviens aussi en entreprise pour amener cette vision libératrice dans les équipes. Puis je dirais... Dis-moi dans le détail ce que tu fais dans les entreprises. À 2 niveaux, ça va être au niveau individuel, voilà, comme tu l'as dit, c'est-à-dire individuel en entreprise aussi, pardon. Alors, si on me le demande, pour l'instant, je cherche pas à développer cette voie-là parce que ça arrive avec des patrons. Voilà. S'il y a des personnes qui me le demandent, je le fais, mais ça demande beaucoup. C'est un énorme investissement. C'est énergivore. Mais là, tu te qualifies pas de coach. Ah non, je vais pas. Je vais pas aller sur. Non, je vais simplement aider les gens. Parce que les coachs utilisent la neuroscience à outrance, alors que tu serais finalement le mieux placé pour acquérir une compétence de coach. Les neurosciences et les sciences cognitives plus générales, parce qu'il n'y a pas que les neurosciences, la psychologie cognitive qui est très riche et qui est passionnante. Et donc, en fait, c'est un outil, et c'est un outil qui va enrichir la palette du coach. C'est un outil qui nous permet de mieux connaître son cerveau. Et on a l'habitude, tout le monde est habitué à l'idée qu'un sportif de haut niveau doit avoir un médecin du sport, un entraîneur, pour mieux utiliser son corps, pour mieux le comprendre, pour mieux en tirer parti. Mais par contre, les gens ont du mal encore à comprendre que pour utiliser son cerveau, c'est exactement la même chose. Il faut comprendre les ressorts, il faut comprendre les ressources, il faut comprendre les limites, il faut savoir quand on va utiliser tel ou tel ressort. Et ça, c'est vraiment du domaine soit des neurosciences, soit de la psychologie cognitive, soit des psychologies sociales. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut apporter à n'importe quel dirigeant. Je ne connais pas un seul dirigeant qui ne désire pas prendre de meilleures décisions ou qui n'aimerait pas mieux motiver ses équipes, par exemple. Bon, ça, c'est vraiment des exemples sur lesquels on va pouvoir intervenir pour mieux utiliser son cerveau. Mais en coopération on va pas remplacer le coach. Mais en coopération avec toi, le dirigeant, il va se considérer comme étant coaché ou conseillé, inspiré? Non, moi je considère ton action. Je lui donne des outils pour lui donner des outils. Voilà, je lui donne des outils pour lui. Mais tu es d'une modestie, mais c'est incroyable. Mais parce que chaque cerveau est unique et chaque situation est unique, chaque dirigeant ou chaque manager est unique. Les problèmes sont, la complexité du monde est telle qu'on peut pas arriver avec des choses à appliquer comme ça clé en main. Donc c'est moi je vais permettre aux gens un petit
peu comme un médecin du sport va permettre à un sportif de haut niveau de mieux utiliser son corps, l'entraîneur, lui, va donner les techniques aux sportifs. Là, c'est un petit peu la même problématique, c'est-à-dire qu'on va donner les outils aux décideurs, le coach, lui, va donner des techniques, et puis on va avoir des allers-retours, on va avoir des retours d'expérience. La personne va nous dire, oui, mais moi, dans mon cas, voilà, ça s'applique ça s'applique pas parce que pour telle et telle raison, etc. Donc on va progresser comme ça. Mais moi, mon souci, c'est d'amener des outils pour comprendre les forces et les limites du cerveau, en fait, tout simplement. Alors, on va revenir à mon échec d'hier dans la réunion que j'ai organisée. Je ne veux pas que mes amis internautes croient que je suis victimaire et dolent aujourd'hui. J'ai plein de choses qui marchent, mais parfois je me plante et ça me fait un bien vivifiant. C'est ce qu'on va exploiter. Moi, je ne le qualifierais pas d'échec. Ouais, voilà. Non, mais c'est ma mère qui a raison. Ouais. L'échec est une invention de l'homme pour essayer de brimer l'homme. Je pense qu'il y a eu des points positifs, des points négatifs. Il faut rebondir sur les points négatifs et il faut utiliser les points positifs. Alors maintenant, on va justement. Moi, je pense qu'on peut en retirer quelque chose de très instructif. Et laisse-moi t'expliquer ce que j'ai tenté de faire. Parce que je n'ai pas ton niveau. Moi, je n'ai fait qu'une année en théorie cognitive, mais j'étais avec des gens qui aspirent, ayant l'ambition dans ce cours à Paris Descartes, de devenir des psychologues cliniciens, quoi, très avancés. J'étais le seul à être là dans une logique, un souci d'apprentissage pour la matière marketing et vente. Donc bon, j'étais un peu un intrus. Bon. Et j'ai pas été aussi assidu qu'eux, parce que entrepreneur. Mais voilà, j'ai bien écouté. Et pourquoi j'explique ça pour nos amis qui nous écoutent ? Parce que je voulais dépasser le simple vernis mondain de celui qui a lu 2-3 bouquins sur la neuroscience et puis qui sort comme ça 2-3 notions. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que j'ai tenté de faire hier. Je voulais m'adresser directement, si je puis dire, au cerveau archaïque de mon audience, en n'étant pas trop, justement, dans la construction mentale, tu vois ce que je veux dire, hyper intellectualisée, hyper cérébrale, qui est « j'ai un plan ». Le voilà qui se déroule, etc. Alors qu'on sait bien, toi et moi, qu'il y a plein de gens que ça va rassurer d'arriver avec un plan. Et mon objectif en début de réunion, c'était de m'assurer que nous pourrions comme ça être mutuellement inspirés. Et donc, je disais parler au cerveau archaïque des gens, donc c'est activer notamment cette maïotique, tu sais, qui a été amenée par le Golden Circle de Simon Sinek, se concentrer sur le why, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui nous relie ? Une aspiration nous relie, je l'espère, une aspiration n'étant pas juste donc un plan en 3 étapes. Tu vois ce que je veux dire ? L'exemple qu'on donne très souvent, c'est Martin Luther King, il a dit « I have a dream ». Bon, il n'a pas dit « j'ai un plan en 3 points ». Hein, maintenant, c'est presque une blague de conférencier, c'est un classique. Bon. Donc hier, je voulais éviter de dire « j'ai un plan en 3 points ». Donc, conscientisé par tous ces outils, si tu veux, de la psychologie cognitive, consistant à, en tout cas, parmi les outils, éviter certains pièges béants, d'accord, comme notamment amener les gens sur un terrain beaucoup trop intellectuel alors que tu veux qu'ils parlent avec leur cœur, j'ai moi-même parlé avec mon cœur. Et en fait, il y a un truc qui n'est pas passé. Peut-être que c'était une vue de l'esprit, peut-être que j'ai pas su utiliser ce truc que je voulais mettre sur la table, qui est, allons-y, parlons de ce qui nous émeut, quoi, hein, d'accord, de ce qui nous énergétise, de ce qui nous mobilise, de ce qui fait que là, vous êtes venus, 15, on était 16, 15 personnes sont venues, 17 avec Arnaud, qui est là. Nous étions là, donc, pour accoucher d'une vision commune. Et puis, le truc s'est pas passé, Alors, selon moi, c'est quelle frustration! Ouais. Tu as perçu que ça ne s'était pas passé, c'est ta perception. Peut-être que pour certains, certains ont trouvé ça génial. Mais pourtant, tu vois, je suis bien parti parce que j'ai évité le plan en 3 points. Mais peut-être que d'autres personnes ont trouvé ça génial. Ce serait intéressant de confronter leurs impressions a posteriori. Peut-être que des gens ont trouvé certains points géniaux et d'autres sans intérêt. Voilà, on peut pas... Mais tu sais pourquoi je dis ça, Bernard ? Oui, parce que toi et moi, on a le souci maintenant de se dire comment on va pouvoir utiliser intelligemment le cognitif pour amener une énergie plus saine dans les équipes. C'est vrai que parfois ça marche, alors surtout c'est vrai quand je me comporte comme une sorte de jazzman, si tu veux, au sens où j'ai des gammes, j'ai des routines que je prépare, mais je les réinsère dans une improvisation. C'est-à-dire que voilà, une improvisation, c'est toujours très dangereux.
Alors, il faut aller dans l'impro en ayant en tête des routines. D'accord, en ayant... fait, donc, j'ai bien ça. sûr. Hier, notamment, je ne voulais même pas déclencher mes routines parce que je savais que sinon, je prendrais trop de place. Et j'ai tendance un peu à être grande gueule, à prendre trop de place. Et d'ailleurs, c'est le problème des gens que j'accompagne. Moi, je ne suis pas coach. Hein. J'accompagne, je conseille, je suis consultant dans certaines entreprises. Et j'ai un petit succès quand le manager arrive à faire parler les autres et vient avec cette énergie-là. Je n'ai pas réussi à me l'appliquer à moi-même hier parce que j'ai eu un moment de désespoir. Je n'ai pas reçu le retour de la salle qui était cette énergie, etc. Et tu vois, ça m'intéresse d'en parler avec toi, ça m'intéresse de le faire devant la communauté, parce que je pense qu'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire là aujourd'hui, là à l'orée des années 2020, okay, où on est en train d'exploiter enfin intelligemment une certaine connaissance du cerveau, une des grandes erreurs à ne pas faire, c'est manquer de transparence, c'est masquer sa vulnérabilité, c'est faire semblant d'être le meilleur, c'est être dans ce culte de la performance ridicule qui nous a ridiculisés dans les dernières générations et les 30-40 dernières années glorieuses. On était ridicules. Oui, c'est tout ça authentique. Tout ça, c'était la société de masse, c'était la culture hollywoodienne, le quant à soi, etc. Et en fait, on s'aperçoit que même les influenceurs, même les gens les plus superficiels, au final, ceux qui restent, ceux qui marquent, ceux qui fonctionnent, sont ceux qui arrivent justement à amener cette dimension authentique. Bon, donc je ferme cette parenthèse, mais... pour cette raison-là, il est important que j'essaye de comprendre avec toi comment des praticiens comme toi et moi, on peut éviter autant que faire se peut de se planter quand on essaye de mettre en œuvre, si tu veux, ces clauses de vérité, de spontanéité, de sincérité dans des réunions et que ça ne marche pas. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où j'ai manqué de sincérité. J'ai oublié que j'avais mis en place ce socle dès le départ et que moi-même, dans une obsession de positive attitude, j'ai pas eu, je pense, à un moment donné, le courage de dire à ma salle, peut-être que à avoir trop peur de vous emmerder, de vous ennuyer, j'oublie de vous dire que moi, il m'arrive aussi de m'emmerder, quoi. Et en fait, j'étais plus dans l'énergie du moment, et j'avais envie de le dire, j'avais envie de dire à tout le monde, en fait, là, c'est à mon tour d'être vrai au point d'assumer, de vous dire que je suis le mauvais public de ma propre réunion. C'est-à-dire, je m'emmerde, quelque chose ne se passe pas. Et je te pose la question, jusqu'où pourrait-on, selon toi, aller dans cette spontanéité qui consiste à enlever le vernis. La difficulté provient qu'on va avoir une attente très élevée. Là, tu es arrivé avec une attente très élevée, parce que justement, tu avais des idées sur cette énergie, l'idée d'un discours inspirant, des choses comme ça. Donc là, tu es arrivé avec des attentes extrêmement élevées. Donc forcément... Ouais, je voulais qu'on soit vraiment sur un pied d'égalité. Finalement, j'étais prisonnier d'une vue de l'esprit, peut-être. Tu avais une attente. Tu voulais absolument faire un truc génial, qu'il y ait une osmose, que les gens se libèrent leurs paroles. Donc ça, c'est une attente qui est très élevée. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Moi, je pense que l'attitude la plus importante dans ce genre de choses, c'est le lâcher-prise, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation qu'il y ait des gens qui soient fatigués par leur journée de travail. C'est possible tout seul. Il aurait peut-être pas fallu que tu sois avec moi. Moi, j'y suis arrivé tout seul. Mais à force d'entraînement Oui, petit à petit, par petits pas. Il n'y a pas de baguette magique pour ces choses-là. C'est des petits pas. Si tu avais été avec moi hier et que tu m'avais vu aller dans cette... Justement, mes propres attentes m'ont étouffé, m'ont amené à manquer de lucidité, parce que j'étais justement trop polarisé sur les attentes des autres, etc. Et je n'ai pas osé dire ce que je ressentais. J'aurais tenté de baisser le niveau d'exigence et de dire, bon, les gars, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous rend triste? Tout simplement. Je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais au début, c'est d'une bêtise. C'est d'une bêtise simple. Qu'est-ce que vous aimez? Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Et là, les gens vont parler, ils vont ouvrir leur cœur. Et même quand tu le sais, c'est fou. Mais en cours de route, t'as beau être outillé pour ça, tu oublies, quoi. Oui, tout simple. Mais baisser le niveau de... Mais maintenant, voilà pourquoi je te pose cette colle. Je vais te dire la vérité, c'est pour ça, en fait. Je veux pas faire un truc facile, là, dans cette interview. Je veux pas qu'on fasse notre promo. Moi, je veux te poser cette vraie colle. Une fois que tu auras, je veux dire, voilà, moi je commence à être outillé dans ce domaine-là, on va dire que je suis peut-être pas le gars parfait. Toi, tu as du métier et tu sais que c'est quand même pas tous les jours facile. Tu transmets cette vision. Oui, non, mais moi aussi j'ai des tas de choses à apprendre et dans le domaine de la vente, notamment, je suis pas du tout. Je me prétends pas du tout. Voilà, moi je donne des outils aux gens. Ça, c'est un de nos sujets et ça, c'est ta modestie, ton humilité naturelle qui te fait dire ça. Mais restons sur le sujet de la conscientisation de nos interlocuteurs vers qui nous souhaitons propager ces choses-là, ok ?
C'est vrai que j'ai une majorité de succès, c'est vrai, je dis pas ça pour me vanter. Mais quand j'ai un échec, je suis, voilà, je suis un peu cassé, et puis finalement je cherche à le transcender en me disant non, c'est pas un échec, j'ai appris, tout ça, c'est ce qu'on a dit avant, très bien. Maintenant. Alors là, je peux te donner l'explication aussi dans le cerveau. Alors pour on va y ça, revenir, mais alors, tu vas le faire, mais je te pose la vraie question à laquelle je voulais arriver. Mais fais-le si tu veux avant. Mais la vraie question, c'est celle-là. Si toi, expert très avancé, tu sais que c'est pas facile. Moi qui commence à avoir un peu plus que donc le vernis mondain sur ce sujet-là, je suis conscientisé. Comment faire pour s'assurer que l'outillage qu'on aura déposé, qu'on aura apporté chez des managers, il puisse rester? Puisque moi-même, le sachant, je fais encore des erreurs. Je commence bien, puis en cours de route, j'oublie. Et il aurait fallu que je sois accompagné par Bernard Anselme, que hier soir, tu sois à côté de moi, tu me fasses une petite tape sur l'épaule en disant « Fred, je te donne un conseil, t'es en train d'oublier ça. » Et là, j'aurais fait « Ah oui !» Parce que trop préoccupé par le soin que je mets à accompagner les autres, voilà, et l'objectif pour que ça se passe bien pour eux, j'ai oublié que c'est moi qui étais en train de me désengager. Et c'est moi qui avais finalement projeté mes attentes, comme tu disais, et qui était déçu. Bon, c'est intéressant, mais tu vois bien qu'après coup, je peux l'analyser, etc. Comment s'assurer de laisser donc une empreinte si forte, si nette, si efficace dans l'esprit des managers que l'on veut outiller avec ça, pour que dans l'action, ils ne l'oublient pas comme moi. Et alors, comme toi aussi, ça doit t'arriver. Je vais te rassurer, si c'est une action ponctuelle, il n'y a aucune chance que ça reste. On peut pas garder parce qu'il y a trop d'informations. Le cerveau est assailli tous les jours par des milliers d'informations. Donc, une information ponctuelle, aussi pertinente soit-elle, ne va pas rester, malheureusement, à moins qu'elle soit vraiment extrêmement frappante. Hein. Les Twin Towers, par exemple, tout le monde se rappelle de l'attentat. Voilà, ça, c'est l'exemple qu'on cite tout le temps. Mais en général, toutes les informations, même les plus intelligentes, même les plus pertinentes, même celles qu'on aime bien, elles vont s'estomper au fur et à mesure. Donc, il y a un seul moyen, et c'est ce que je dis à toutes les personnes avec qui j'interagis, il faut se mettre une méthode et répéter, persévérer. Donc, avancer à tout petit pas. Il ne faut pas se donner des objectifs trop hauts, hein, les marches ne doivent pas être trop hautes, et il faut donner des petits pas, mais surtout, il faut se donner une méthode, parce que sinon on va oublier. Donc si on veut se donner la méthode d'apprendre justement à accepter les choses telles qu'elles sont, et accepter que les gens soient différents... Parce que là, tu ne parles pas d'une méthode de coaching, le coaching c'est génial. Non, c'est une méthode personnelle, personnelle d'amélioration personnelle. Pour stopper la rumination, être conscient de soi. Chacun a un seul objectif à la fois, parce qu'on ne peut pas tout embrasser, bien entendu. Donc il faut... Et c'est ce que tu fais avec les gens que tu accompagnes. Oui. Tu les aides à formuler une méthode perso. Voilà, personnelle, exactement. Intime, et c'est ce que j'ai fait avec moi-même au départ, quand j'ai découvert un peu ces choses-là. Donc je me suis entraîné. Moi, je voulais développer un peu la régulation émotionnelle, parce que je trouvais que j'avais pas les réactions émotionnelles que je souhaitais. Donc petit à petit, je me suis entraîné. Ça a mis du temps. Au début, je trouvais que ça avançait pas. Et puis petit à petit, avec des petites choses toutes simples, hein, un feu rouge, une attente dans une file chez le boucher ou chez le médecin, peu importe. Hein, voilà, des petites méthodes qui habituent notre pensée, qui vont créer un chemin neuronal, qui vont faire que petit à petit, ce petit chemin va se développer et va venir concurrencer les habitudes de pensée qu'on a tous. Donc ces méthodes, c'est des espèces de tricks que tu envoies à ton cerveau? Oui, un peu comme cet auteur dont des petites stimulations permanentes. Qui est connu pour s'être inventé une méthode qu'elle transmet aux autres. Elle visualise une fusée de la NASA en train de décoller, elle fait un compte à rebours. Alors, chacun a ses méthodes. Voilà. Tu as entendu parler de ça? Non, mais chacun a ses méthodes. Oui, tout à fait. C'est très intéressant parce qu'elle était tombée très très bas dans sa carrière. Elle venait de perdre son job, son mari aussi. Ils étaient déprimés à la maison. Elle était dans le sofa en train de binger devant des séries. Et en plus, elle avait tendance à tomber dans l'alcoolisme. Elle l'avoue. Effectivement. Mais à culpa à l'américaine. Donc ça, c'est vraiment... Bon, voilà. Et puis, un jour, elle voit à la télé une fusée sur le point de décoller dans un documentaire. Et elle se dit, quand la fusée aura décollé, je me lève et je change tout, quoi. Et je me bouge. Et donc, elle fait le compte à rebours en même temps que le documentaire. 5, 4, elle se dit, à 0, je me lève. 3, 2, 1, 0. Et elle se lève. Et là, elle explique dans son bouquin, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai écouté l'interview qui parle du bouquin dont elle a fait la colonne vertébrale. C'est cette anecdote par laquelle tout a démarré. Elle considère que c'est un trick qu'on envoie à son cerveau et c'est devenu une espèce de méthode intime. C'est que à elle, pour ce qui la concerne, elle s'impose donc ce compte à rebours à chaque fois qu'il faut qu'elle se ressaisisse parce qu'elle met son cerveau
archaïque, dans une situation d'urgence en quelque sorte artificielle. C'est de l'imagerie mentale. Voilà. C'est une technique d'imagerie mentale qui est bien connue, que les sportifs connaissent bien d'ailleurs. Et ça ferait partie des choses que toi, tu aiderais les gens à construire. Par exemple, c'est un des outils. Tu as d'autres exemples comme ça? Ah oui, un des outils. Moi, il y a un autre outil aussi qui est ça, c'est un grand progrès qu'on a fait depuis peu. On se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on a des capacités génétiques ou pas, est-ce qu'on est bien positionné dans tel ou tel domaine, dans la connaissance, dans le sport, dans l'habileté, dans la connexion aux autres, est-ce qu'on est doué ou pas, voilà. Ça, ce sont des questions que tout le monde se pose, bien entendu, mais ce ne sont pas les bonnes questions. Tout simplement parce que la neuroplasticité nous montre qu'on peut apprendre à modifier son cerveau et donc à modifier ses compétences et progresser en compétences, quels que soient les talents de départ. Et il est vrai qu'on a des talents qui sont différents au départ, notre tempérament de départ va être différent à la naissance en fonction de la génétique, mais les notions d'épigénétique et les notions de psychologie comportementale nous montrent qu'on peut apprendre à son cerveau, on peut créer de nouveaux chemins neuronaux. Et donc ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de révolutionnaire même. Parce que ça veut dire que, quelles que soient nos capacités de départ, on peut toujours progresser. Et donc la question de savoir est-ce qu'on est bon ou pas n'est pas la plus importante. La vraie question, est-ce que j'ai vraiment envie de progresser, de me motiver, de faire les efforts pour progresser? C'est ça la vraie question. Et si on a cette envie, alors là, on progresse, on peut toujours progresser. Et souvent, des gens qui ne sont pas doués au départ vont aller beaucoup plus loin que des gens talentueux qui ne font pas les efforts. Et ça, c'est une leçon de la vie que des tas de gens ont déjà tirée. Mais là, on a l'éclairage neuroscientifique qui nous explique pourquoi. Parce qu'en fait, si on apprend à son cerveau... qui est rassurant. Voilà, qui est rassurant, qui est extrême. Et voilà, ça rend parce qu'on sait que ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Et moi, ça m'a rendu à la fois plus serein et plus fort, plus motivé. Parce que je sais que si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je sais que je finirai par y arriver si je mets l'énergie et les efforts en face. Parce qu'il faut des efforts aussi quand même. Donc nous sommes potentiellement enfermés dans tous les déterminismes dans des croyances, qui nous contingentent, en tout cas même les déterminismes. Des peurs, des craintes, des croyances qui nous limitent. Mais la supériorité de l'esprit humain, c'est sa capacité à transcender ces déterminismes. Voilà, exactement. Du simple fait que l'on sache, notamment, que la neuroplasticité est une possibilité. Alors, ça, c'est et le sachant, on peut s'engager dans cette transformation. Une des bases, c'est la neuroplasticité, et la deuxième, c'est savoir que on va pouvoir le déterminisme génétique de base n'est pas le plus important. Il est là, on ne va pas le nier, il y a un déterminisme génétique, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on en fait derrière. Et donc ça, c'est extrêmement motivant. Ça donne une force intérieure énorme, puisqu'on se dit, voilà, si vraiment il y a quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, même si au départ je ne suis pas terrible, je vais pouvoir y arriver. J'irai peut-être plus lentement que d'autres personnes qui sont plus douées, mais j'y arriverai. Il y a un mot d'ailleurs que j'adore en psychologie, mais qui est aussi un très beau mot littéraire par ailleurs, c'est sublimer. Oui, tout à fait. Pour moi, un exemple sublime de sublimation, c'est le nain de Game of Thrones. C'est un des hommes les plus charismatiques de la planète. Voilà, oui. Il a transcendé son statut, et donc ce déterminisme quand même lourd, qui est son nanisme. Et quand je regarde Game of Thrones, le personnage que je savoure le plus de par la puissance de son caractère, de son charisme aussi d'acteur, même sa diction très shakespearienne, il est magnifique. Ce gars, je le vois comme un géant. Je ne le vois pas comme un nain. Voilà, et ce que j'aime donc en psychologie... C'est l'incarnation de ce qu'on vient de dire. Et ce que j'aime en psychologie, donc justement, c'est ce terme, sublimer, c'est transcender le donné de départ par la force de la volonté. Bien sûr. C'est un très joli mot. On pourrait trouver des tas d'autres exemples. Churchill était dépressif, il a fait c'est un des plus grands hommes du XXe siècle. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mandela a passé des décennies en prison. En prison, et puis aussi il était d'un milieu où il était condamné au départ. Voilà, c'est lui qui s'est fait. Alors le danger, c'est en montrant des gens qui sont trop exceptionnels, c'est que les gens se découragent en se disant... Oui, c'est de remettre une certaine pression sur la performance. Voilà, on va se dire, voilà, moi si j'y arrive pas, c'est que je suis un minable, je suis un raté. Mais non, il n'y a pas de minable, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Il y a juste des gens qui vont mettre l'énergie en face à un moment donné et qui vont trouver les ressources ou qui ne vont pas arriver à trouver ces ressources. Alors justement, ce qu'on parle de se dépasser, se transcender, se sublimer, bref, se transformer, d'accord,
nous vivons dans un monde de pression insupportablement écrasante, sur le thème de la transformation. Alors, ce qui alimente des peurs, des angoisses archaïques, de on va tout perdre, tout fout le camp. En plus, là, on nous dit que le processus schumpeterien de destruction créatrice n'a pas vraiment lieu comme d'habitude. La particularité de cette révolution cyber-industrielle, c'est qu'elle détruit beaucoup plus qu'elle ne recréera derrière, notamment d'emplois. C'est une des craintes, mais bien malin celui qui... Oui, bien malin celui qui saura. Toujours est-il donc qu'on nous parle de transformation à tout va. Et alors, la transformation dominante en ce moment, c'est la dite transformation numérique. Alors, ce qui est l'occasion, toi et moi, nous en avons déjà parlé, peut-être de partager ça avec nos amis internautes, notre communauté. S'agit-il bien d'une transformation numérique? Est-ce que notre volonté d'appréhender cette transformation n'est-elle pas la manifestation de notre angoisse à l'idée d'être dépassé par cette transformation? Ce qui donc aurait pour vocation de déceler la véritable transformation, qui n'est pas une transformation donc numérique, mais une transformation de soi en corrélation avec ce monde qui part à 1000 à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'agit donc non pas d'une transformation numérique, mais d'une transformation cognitive. Et oui, puisque le rapport de l'esprit à la machine, la manière dont j'appréhende l'information, avec plus ou moins d'ergonomie, c'est plus ou moins solutionniste et plus ou moins efficace. Bon, tout ça est en train de modifier mon organisation neuronale. Donc ce qui est très intéressant, si on s'intéresse par le cognitif, donc au comportement fin des individus, à leur psychologie, c'est non pas de regarder à échelle globale, avec une espèce de volonté, certes très louable à l'origine, de systématiser, de structurer tout ça dans une transformation dite numérique à l'échelle de l'organisation. Non, c'est peut-être de s'intéresser à ce qui se passe dans l'homme. Et donc de s'intéresser non pas à cette transformation numérique qui se révèle un concept juste anxiogène, un peu vague, un peu abstrait, un bon marronnier pour les médias, mais d'aller peut-être vers quelque chose de plus concret qu'on pourrait appeler la transformation cognitive. Parce que c'est nous qui sommes transformés, et c'est nous qu'il faut comprendre. Oui, si je te dis donc transformation cognitive, mon cher Bernard, je sais que ça te parle. Tout à fait. Vis-à-vis de la révolution digitale et numérique, moi j'ai un abord aussi assez distant, c'est-à-dire de dire c'est un outil supplémentaire. On n'a pas de discussion philosophique pour savoir si il est utile d'utiliser un stéthoscope ou un appareil à attention ou pas. Ce sont des outils qui nous permettent de progresser. La transformation numérique, c'est un formidable outil qui permet de communiquer avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais pu communiquer auparavant. Donc c'est un outil fabuleux, au même titre que l'imprimerie, le feu ou la roue. Donc c'est un tournant de l'humanité, ça. Oui, mais voilà, mais à l'échelle des organisations, c'est un outil anxiogène, parce qu'on se dit, comment on va l'intégrer pour transformer le business? Il y a à la fois des apports qui sont fantastiques, et puis des craintes qui sont générées, qui sont réelles, qui doivent être prises en compte, bien entendu. Mais ces craintes, justement, sont la manifestation d'un bouleversement cognitif. Bien sûr, elles sont normales. Il y a un bouleversement au niveau de la communication entre les personnes, donc c'est normal que ça nous touche. Donc il va falloir remettre un petit peu tout le cognitif au centre, puisque on va pouvoir déléguer de nouveau toute une série de tâches qui étaient de tâches cognitives qui étaient spécifiquement humaines, qui vont passer au numérique et à l'intelligence artificielle aussi d'ailleurs. Donc toute cette série de tâches va être déléguée à des machines, et donc ça va libérer notre énergie et nos capacités pour justement se recentrer encore plus sur l'humain, sur les soft skills et les valeurs aussi, les valeurs humaines. Et donc les gens qui ont de fortes valeurs, qui ont un sens, qui ont un objectif, un sens et des valeurs, vont pouvoir émerger en utilisant ce nouvel outil, tout en étant bien conscient, bien entendu, des dangers, sans nier, bien entendu, les difficultés, l'hyperconnexion, l'épuisement mental, le stress, les addictions aussi, parce que quand on avoir des likes sur ces réseaux, c'est une vraie addiction. Tu es en train de le découvrir. Voilà, ça se traite comme n'importe quelle addiction, hein, ça se contrôle comme n'importe quel comportement. Mais donc voilà, il y a des dangers, il ne faut pas les nier, mais il y a aussi des perspectives qui sont extraordinaires, et donc ça va libérer justement nos capacités humaines. Donc moi, de ce côté-là, je suis plutôt... je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je suis plutôt optimiste sur ce plan-là. Mais il ne faut pas nier que c'est un challenge pour le cerveau humain, hein, et puis pour
pour nos émotions, nos craintes, nos préoccupations, bien entendu. Et donc, toute bienséance mise à part, qu'est-ce que tu penses donc de ce glissement sémantique que je te propose pour dire transformation numérique trop vague, transformation cognitive, c'est beaucoup plus préhensible justement pour toi et plus Moi, j'aimerais bien garder les deux. Parce que alors dis-moi pourquoi. Parce que moi, transformation numérique, j'en peux plus. De la même façon qu'on a besoin à la fois de gens qui savent faire et de gens qui savent penser, on peut pas les opposer, on a besoin des deux. On a besoin aussi de la technologie. D'ailleurs, tu es bien mieux placé que moi en technologie. Non, mais je dis pas qu'il faut oublier la technologie. Voilà. C'est en fait cette transformation. Ce concept qui, pour moi, est trompeur et amène une angoisse systémique à l'échelle des organisations. Et donc, les individus le vivent, se ressentent comme des fantassins de cette transformation. Tu vois, ils ont l'impression de crever littéralement sur le terrain, en leur grande majorité. Hein. C'est pas comme si je passais pas parfois des ateliers, tu vois, avec 15, 20, voire même maximum 80, 100 personnes dans des conférences. On a les troufions de l'entreprise qui se vivent comme tels. Hein. C'est horrible. Hein. Mais en plaisantant, j'utilise parfois ces mots, ils le vivent comme tel. Je leur dis, levez la main si vous pensez que c'est ce que vous êtes. Ils lèvent la main tous, ils disent, nous sommes les fantassins de cette transformation, on s'en prend plein la gueule. Donc ils le vivent comme une espèce de pression à la transformation, on doit muter, mais ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que le concept, il n'est pas franchement activable, quoi. Parce qu'en tout cas, si tant est qu'il soit activable, ça a déjà eu lieu, la transformation numérique. Ça fait longtemps qu'on envoie tous nos mails avec Gmail, hein, c'est bien du cloud. On est tous plateformisés, on utilise aussi bien Uber pour le taxi que pour Uber Eats pour manger, et tous leurs avatars. Bref, l'intelligence artificielle est déjà en train de rentrer dans tous les interstices comme ça, doucement, hein, le deep learning, ça, bon, ok, on y est. Bon, mais c'est pas la manière dont moi je vais m'insérer dans cette transformation qui est intéressante, parce que ça c'est oppressant. Ce qui est intéressant, c'est comment moi, individu, je réagis en osmose avec cette transformation. Et donc, si on parle aux gens de transformation cognitive, on les met sur l'autoroute que tu nous as toi-même dévoilée en début d'interview pour m'aider, à savoir l'autoroute consiste à les outiller mentalement pour appréhender cette nouvelle réalité. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, il faut mieux appuyer la transformation cognitive pour ces raisons-là. Mais tu vois, j'ai rien contre la transformation numérique. Le numérique, j'en ai marre qu'on en parle parce que je pense que c'est le mauvais angle, que c'est un angle anxiogène. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. Mais trop vague. Mais l'autre façon, c'est de se dire que c'est un outil formidable qui a décuplé les capacités. Donc, il y a toujours les deux. Mais il y a l'outil, la vision individuelle de l'outil. Toi, confronté à l'outil, tu trouves qu'il est génial. Moi aussi. Transformation numérique, ce concept amené par des agences, par des grandes boîtes de conseil, des Accenture, etc. Regarde, Accenture te sort un baromètre européen avec 147 paramètres tous les semestres, d'accord, 147 critères, pardon, permettant de mesurer la façon dont les entreprises créent de la valeur avec la transformation digitale. Digitale, non, c'est les doigts, numérique. Et c'est ultra culpabilisant. On sent que c'est un espèce de levier marketing pour culpabiliser les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils disent vous êtes tous à la bourre, hein, vous n'arrivez pas à vous transformer, vous êtes en train de crever. Hein. Alors il y a aussi, je sais plus, je crois que c'est McKinsey qui avait sorti une étude il y a 2-3 ans en disant vous serez la proie ou le prédateur. Hein. Ouais, ça c'est une vision extrêmement oui, mais c'est ce qui ressort à tous les niveaux. Voilà, c'est stressant. Alors c'est stressant pour les dirigeants, pour les C-level qui disent oulala, nous on n'est pas on a besoin de temps pour se transformer, oulala, comment on va faire, etc. Alors, ils crachent d'énormes budgets gigantesques et ils vont rincer tous ces consultants, etc. Voilà, j'ai rien contre, mais enfin, au bout d'un moment, ça m'agace parce que finalement, ces organisations ne progressent pas sur le plan humain. C'est-à-dire qu'elles se digitalisent alors tout le monde appelle de tous ses voeux, y compris les jeunes de 23-24 ans. On en a eu d'ailleurs encore récemment dans ce studio qui disaient non, moi c'est tout simple, moi c'est pas la digitalisation qui m'intéresse à mon âge, hein. J'estime que je suis déjà dedans, je voudrais qu'on parle d'humanisation. C'est ça, énorme, tu vois. Bon, c'est énorme parce que c'est simple et en même temps c'est gigantesque de juste le dire parce qu'on est tellement obsédé par le progrès qu'on régresse sur notre capacité à s'intéresser à l'humain. Je suis dans une entreprise, dans un bâtiment où il y a un baby-foot et ils sont persuadés d'avoir créé de la proximité. C'est pas ça qui crée de la proximité. La proximité, c'est tu croises des collaborateurs dans le couloir, tu leur demandes comment ça va. Ok, tu as deux manières de faire. Tu as le gars qui fait ça va et puis il continue son chemin. Puis tu as le manager responsable qui a un peu le sens du leadership et qui demande ça va et qui attend la réponse, qui t'écoute et qui se rappelle du nom de tes enfants, etc. Bon, c'est pas le digital, ça. Bon. Et le truc, c'est qu'on n'utilise pas. Pardon pour l'exemple caricatural, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'utilise pas le digital suffisamment au service de l'homme. Mais dit comme ça, c'est bisounours. Et moi, il me semble, et je veux t'amener là-dessus, parce que tu es quand même Bernard Anselme, je suis un de tes fans, je lis tes bouquins, et je voudrais provoquer cette discussion avec la communauté. J'ai envie de dire, bordel,
Passons à des concepts suffisamment préhensibles pour nous obliger, si tu veux, à rester sur le terrain de l'homme. Transformation digitale, je suis désolé, c'est pas ça qui est intéressant. C'est transformation cognitive, alors on pourrait dire transformation humaniste, trop vague. Le cognitif a le mérite de mettre une dimension, enfin d'incorporer une dimension scientifique, une aspiration à rationaliser tout ça et à élever un petit peu le débat, intellectuellement parlant, et le niveau général de conscience de ce qui nous arrive. Oui, je suis bien d'accord. Et il faut commencer par le niveau le plus élevé, au niveau des directions, puisque en général, quand on tente de changer quelque chose à un niveau de base, eh bien, on va buter très vite sur les injonctions du niveau supérieur. Donc c'est plutôt un phénomène top-down que bottom-up, si on veut arriver à changer quelque chose dans l'organisation de l'entreprise. Donc je suis complètement en phase avec toi quand tu dis que la transformation cognitive est, je dirais pas plus importante, elle est aussi importante, mais elle est plus négligée. Je pense qu'elle est... voilà, on fait moins attention à cette partie-là parce qu'on la juge faussement secondaire. Que le pipeau technologiste et solutionniste obsessionnel? Je pense que les deux doivent s'équilibrer parce que si on est trop dans la partie compétence humaine, mais quand on néglige la partie réalisation, on va avoir un déséquilibre aussi. Mais en fait, c'est un faux problème parce que ce problème-là ne se pose jamais. On est toujours dans la partie pratique, factuelle et technologique, donc, et puis les résultats financiers aussi. Donc ça, on n'a pas besoin de le promouvoir. Donc tu ne m'encourages pas dans mon extrémisme, en fait? Non, moi je dirais que c'est un équilibre, mais sauf que l'équilibre actuellement, il n'est pas réalisé. Donc il faut promouvoir la partie cognitive qui est indispensable, mais simplement pour la rééquilibrer par rapport à la partie factuelle, quoi. Bon, alors tu sais, je suis un petit peu pervers dans mes interviews, j'aime bien piéger les gens en fait. Et là en fait, j'étais totalement pris au piège de manière honteuse, cynique comme pas permis. Je t'ai pas prévenu. Moi ça m'intéresse. Qu'au terme de l'accouchement de cette idée, de cette interaction, je voulais t'amener sur ce terrain-là parce que voilà, je vais lancer un blog. Cognitive Transformation ou Transformation Cognitive, je sais plus, j'ai déposé les URL, ça va venir. Bon, comme tous les entrepreneurs geeks, naïfs de l'internet, je dépose l'URL et après je me dis je vais mettre l'idée dedans. Mais là c'était justifié parce que le terme est important. Bon, tu veux bien contribuer, tu veux bien qu'on fasse ça ensemble? C'était ça mon piège, je te pose la question. Mais moi, toutes ces initiatives m'intéressent, je dirais même plus qu'elles me passionnent. Hein. Bon, donc, tu pourras un peu sortir de LinkedIn, tu mettras toujours des articles sur LinkedIn, mais on les mettra un peu sur Internet, parce que tu sais, Google is your friend aussi, LinkedIn génère son microcosme, il faut un petit peu... Moi, si je peux échanger, si je peux trouver des idées, en diffuser et en trouver, moi je suis toujours partant pour ça. Ça tu peux compter sur moi. Top là, tu es engagé publiquement à contribuer au blog de la transformation cognitive. On en a besoin, j'aspire mais vraiment de toutes mes tripes à ce qu'on fasse ce que tu appelles toi-même un équilibrage, d'accord, entre un rééquilibrage. Voilà, cet excès de technologie en ce moment qui devient obsessif, alors même qu'on voit bien que la tendance des gens qui bloguent et qui partagent, on parlait de LinkedIn et dans tous les réseaux sociaux, c'est paradoxalement de trouver des voies vers plus de sincérité, plus d'humanisme, et il faut que les entreprises arrivent à capter les concepts qui vont les mettre sur la bonne voie, je l'espère. En tout cas, sur cette voie de un peu plus d'humanité. Et moi, je dirais, à mon sens, ces objectifs ne sont pas contradictoires avec les objectifs des entreprises. Au contraire, elles vont dans le bon sens, alors que souvent, on les oppose. C'est ça le problème. Voilà. Bon, on va explorer cette piste ensemble. Et vous, chers amis internautes qui nous avez supportés jusqu'ici, super sympa. Merci d'être restés là. Vous savez que pour moi, pas de progrès sans friction. Donc, du débat, quelque chose vous a plu, vous a déplu, dites-le. On n'a pas couvert tous les sujets. Il y a d'autres questions à poser à Bernard. En plus, je l'ai dit en début d'interview, quand vous lui posez des questions, publiquement, il a ceci de génial qu'il répond. Il prend le temps, il vous l'a dit, il passe 1 heure par jour. Donc, essayez de poser des questions stimulantes pour nous brancher sur d'autres sujets. Et puis, s'il y en a surtout parmi vous qui sont éventuellement motivés pour nous rejoindre sur ce blog qui n'a d'autre aspiration que d'être un parcours éditorial ouvert à tous, ce blog de la transformation cognitive. Si le concept vous émoustille un petit peu comme nous, surtout moi, mais je pense que Bernard, ça y est, je l'ai branché, il devrait peut-être bien nous rejoindre, participer bien sûr, parce que toutes les expertises sont les bienvenues, et je crois que là, il y a peut-être une voie qui fait sens et qui mérite qu'on la creuse ensemble. Voilà, à bientôt. Merci Bernard. Merci.